L'église Notre-Dame est construite en 1863 au cœur du quartier ouvrier de Malakoff, encore marqué par les carrières et les espaces maraîchers. L'édifice est sans grande originalité. Son architecture trahit le peu de moyens financiers affectés au projet. On s'efforcera donc de multiplier les décorations intérieures conformément aux pratiques religieuses en cours au XIXe siècle. L'inauguration en 1877 d'un orgue au buffet de style néo-gothique, signé du célèbre facteur d'orgue parisien Aristide Cavaillé-Coll, fut pour Malakoff un événement, un petit bijou pour la simple église populaire. Depuis 135 ans, l'orgue accompagne et donne de l'éclat aux cérémonies religieuses. Il a offert aux organistes la possibilité d'interpréter des œuvres liturgiques, mais aussi les compositions des plus grands de la musique classique. Classé en 1986 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, reconnu par les spécialistes, mais peu connu du grand public, la complexité et le fonctionnement de cette œuvre d'art restent à découvrir. Voilà ce que Jean-Sébastien Bach appelait les poumons de l'orgue. Cette partie mobile que vous voyez monter là, qu'on appelle des réservoirs, sont la réserve d'air de l'instrument. Une fois que l'instrument est allumé, la réserve d'air se constitue et l'organiste peut commencer à jouer. Ici, on a ce qu'on appelle des bâtons de tirage de jeu qui sont commandés par l'organiste. C'est un moteur électrique, un ventilateur qui fournit le vent. Le vent ensuite rentre dans les réservoirs et on a un système de régulation qui permet d'avoir une pression constante. Avant l'apparition des turbines électriques, on avait ce qu'on appelle un souffleur. Et un souffleur, c'était une personne qui actionnait des leviers, comme des leviers de forge. Quand un organiste sélectionne des jeux et qu'il commence à plaquer des accords, là, les soufflets bougent. Dans cet orgue, on a deux soufflets. Ce qu'on appelle ici le réservoir primaire et au-dessus le réservoir secondaire. Quand la géométrie change, la pression change aussi. Donc c'est pour ça qu'au 19e, Cavaillé-Coll, le constructeur de cet instrument, avait imaginé ce genre de système. C'est pour qu'on ait un pli rentrant, un pli sortant, pour que théoriquement l'effet de changement géométrique s'annule. On a ici l'ensemble là qui est la mécanique qui est constituée de cette partie là horizontale qu'on appelle un abrégé qui permet d'adapter les divisions mécaniques, c'est-à-dire que le clavier a une division de 60-70 cm. La mécanique est aussi constituée de toutes ces petites pièces de bois là qu'on appelle des vergettes, des écrous en cuir et des équerres en laiton qui permettent de transposer les mouvements. Je vous ai ouvert l'arrière du buffet pour vous montrer la tuyauterie du deuxième clavier qu'on appelle clavier de récit. Donc ce clavier, toute la tuyauterie est enfermée dans une boîte. On a ici les jalousies d'expression qui permettent en quelque sorte de moduler le volume du son pour jouer plus fort ou moins fort en fonction de la position des volets. La tuyauterie en elle-même, elle est composée d'un alliage d'étain et de plomb. Ici, on a les jeux du récit. Donc on commence par le jeu qui est le plus près de la cloison. C'est une gambe de 8, suivie d'une flûte octaviante de 4, d'une voix céleste, d'un bourdon de 8, d'une trompette et du hautbois. Donc ces jeux sont commandés par l'organiste à la console en fonction des boutons de registre qu'il va tirer, et c'est ce qui permet de moduler les timbres et de faire ce qu'on appelle la registration pour obtenir des sons différents
en fonction des pièces à interpréter. Alors vous avez ce système d'accords. En déroulant ou en remontant cette petite languette, on fait varier la hauteur de son du tuyau. Pour les jeux d'anches, c'est un petit peu différent. Pour les accorder, on joue sur cette partie-là qu'on appelle une rasette. Donc on la monte ou on la descend, ce qui fait varier une fréquence de vibration, ce qui nous permet d'accorder les tuyaux tous ensemble. C'est ce qui donne la palette sonore qui est unique pour un instrument, pour un orgue. Hein. C'est que chaque tuyau émet un son. Cavaillé-Coll est le facteur le plus connu en France. Hein. On a son catalogue, on sait qu'il a construit environ 600 orgues, et ça tout autour de la planète. Hein. Ça demande, lorsqu'on intervient sur un instrument comme ça, une forme de respect par rapport au travail des anciens. Hein. Mais le rôle du buffet est très très important. Quand on a, comme ici, un beau buffet en chêne, ça a une influence non négligeable sur la qualité sonore générale. On a ici qu'on a restauré en 86. C'est des tuyaux qui avaient été modifiés et qui avaient été recoupés. Hein. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est refaire une partie neuve ou en matériel de récupération ici, et on l'a ressoudé pour redonner au tuyau sa longueur d'origine et sa sonorité d'origine. Donc en général, un tuyau est toujours sauvable. Un orgue de ce type, un Cavaillé-Coll, on a cette impression de gigantisme, cette impression de puissance, cette impression de grandeur. C'est du bonheur de pouvoir jouer ce type d'orgue. Il y a des morceaux que je joue à chaque fois que je viens dans cette église, avant de commencer l'office. Donc ce sont 2-3 morceaux que j'affectionne tout particulièrement, qui me mettent dans l'ambiance, qui me mettent dans cette communion avec cet instrument. L'orgue, c'est l'instrument le plus complet, c'est le plus bel instrument, comme disait Bach, comme le disait également Mozart. C'est un instrument, bien sûr, qui est difficile. Il y a tous nos membres qui entrent qu'on met en branle, qu'on met en action, un esprit. On essaie de faire passer un message, c'est-à-dire que la musique, elle est là, elle est universelle. Il y a de fortes chances que ce soit le premier opus d'une série d'instruments que Cavaillé-Coll avait appelé le 11 bis. Les gens choisissaient en fonction du dessin du buffet et également de la composition de l'orgue. Et il semblerait que ce soit cet instrument qui est servi de base et qui était décliné en nombreux exemplaires. Cette harmonie typique de Cavaillé-Coll, à la fois puissante, ronde, et puis avec des jeux de détails très beaux. Oui, c'est un bel instrument. Effectivement, c'est un orgue qu'il faut conserver absolument, oui.